Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un peu le monde fascinant des ondes acoustiques, électromagnétiques. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur un document technique pour décrypter un peu tout ça. Voir comment ça marche, les applications, par exemple en esthétique. C'est ça, et l'énergie qu'elles transportent aussi. L'idée, c'est de démystifier un peu ces notions. Tout à fait. Parce que bon, ces ondes sont partout autour de nous, hein. Que ce soit l'appareil à ultrasons chez l'esthéticienne, ou même juste la façon dont on voit les couleurs. Exactement. On commence par la base. Une onde, c'est quoi, au juste? Alors, le document dit que c'est une perturbation. Une perturbation qui se propage, qui avance, et qui transporte de l'énergie. D'accord, mais sans transporter de matière. C'est important, ça. Voilà, c'est ça. L'énergie bouge, mais pas la matière elle-même. Et il y a deux grands types en gros. Mécanique et électromagnétique. C'est ça. Exactement. Mécaniques, comme le son, elles ont besoin d'un support. L'air, l'eau, un solide, pour se propager. C'est une déformation qui se transmet. Ok. Et les électromagnétiques? Ah, elles, c'est différent. C'est des oscillations de champs, électriques et magnétiques. Et le truc important, c'est qu'elles peuvent voyager dans le vide. La lumière, par exemple. Intéressant. Parlons d'abord des ondes acoustiques alors. Le son, les ultrasons. Oui, le son, c'est une vibration mécanique, hein, une sorte de compression et de détente du milieu. Et donc, pas de milieu, pas de son. Logique. Et sa vitesse, elle dépend de quoi? Elle dépend beaucoup du milieu. Ça va beaucoup plus vite dans quelque chose de rigide, comme l'acier, que dans l'air par exemple. Et dans le vide, zéro. Mhm. Et on les caractérise comment, ces ondes? Principalement par leur fréquence, en Hertz, Hz, et aussi leur période, en secondes, et leur longueur d'onde, en mètres. D'accord. Et pour nous, les humains, on entend quoi comme fréquence? Notre oreille, elle capte en gros entre 20 Hertz et 20 000 Hertz, soit 20 kHz. En dessous, c'est des infrasons. Au-dessus, les ultrasons. Justement, les ultrasons. Le document en parle pour l'esthétique, avec des fréquences très très hautes, 1,5 à 2,2 MHz. C'est inaudible donc. Ah oui, complètement inaudible. Et cette haute fréquence, elle permet une action très ciblée, très locale. L'onde fait vibrer les molécules de la peau. Une sorte de massage alors? C'est ça, un micromassage mécanique en fait. Ça crée aussi un petit échauffement, ça peut assouplir les tissus. C'est l'énergie mécanique qui est déposée très localement grâce à la haute fréquence. La source dit sans danger, mais bon. Oui, alors sans danger. Il faut toujours être prudent quand on applique de l'énergie, quelle qu'elle soit, sur le corps. La vigilance est de mise, quoi. Ok. Passons aux ondes électromagnétiques. Lumière, UV, infrarouge, laser. Ça bouge vite, ça. Ah oui, tout à la vitesse de la lumière, presque 300 000 km par seconde dans le vide. C'est vertigineux. Et elles ont aussi une fréquence, une longueur d'onde, hein. Oui, F pour la fréquence, lambda pour la longueur d'onde. Et les deux sont liés. Mais le point clé vraiment, c'est l'énergie. L'énergie du photon. Exactement. L'énergie est proportionnelle à la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'onde transporte d'énergie. Et c'est fondamental. Pourquoi c'est si fondamental? Ça explique pourquoi les UV, qui ont une fréquence plus haute que la lumière visible, sont dangereux pour la peau. Ils ont assez d'énergie pour casser des liaisons chimiques, endommager l'ADN. Ah oui. Alors que les ondes radio, très basse fréquence, elles? Elles nous traversent sans problème notable. Leur énergie est trop faible pour ça. C'est ça qui fait la différence entre rayonnement ionisant, comme les rayons X ou gamma, et non ionisant. D'accord. Et le document mentionne des lampes UV et infrarouges en esthétique, avec des mentions un peu rassurantes, limite les risques pour les UV, sans danger pour les IR. Oui, et là il faut vraiment nuancer, c'est un point critique. Les dangers des UV sont réels. Vieillissement accéléré de la peau, risque de cancer. Et les infrarouges intenses peuvent brûler la rétine. Donc même si c'est utilisé, la protection est essentielle. Absolument. Lunettes de protection, vêtements. C'est indispensable. On le voit d'ailleurs sur une des photos du document. Parlons du laser maintenant. C'est de la lumière aussi, mais différente? Oui, laser, ça veut dire lumière amplifiée par émission stimulée de rayonnement. C'est une lumière spéciale. Elle est monochromatique. Monochromatique? Une seule couleur? Exactement. Ou plus précisément, une seule longueur d'onde. Toute l'énergie est concentrée là-dessus. Et ça permet de viser une cible très précise. Comme pour l'épilation laser? Oui, par exemple. On choisit une longueur d'onde qui est bien absorbée par le pigment du poil, la mélanine, ça chauffe le bulbe et le détruit. Ou pour le resurfaçage de la peau, on cible l'eau contenue dans les cellules.
Et même si la puissance en watts est faible, ça reste risqué. Oui, parce que cette énergie est concentrée sur une surface minuscule, un petit point. Donc la densité d'énergie est énorme. Le risque de brûlure pour la peau ou de lésion pour l'œil est bien réel. D'où l'encadrement légal et la nécessité de formation, j'imagine. Tout à fait. Surtout pour des actes comme l'épilation. Bien. Après ces types d'ondes, comment on mesure la lumière et le lien avec les couleurs? Alors là, on touche à la photométrie et la colorimétrie. On utilise des unités comme le lumen pour le flux lumineux, le lux pour l'éclairage. L'efficacité lumineuse en lumen par watt montre bien, comme le dit la source, pourquoi les LED sont bien plus performantes que les vieilles ampoules. Et connaître le spectre lumineux d'une source, c'est important aussi. Crucial. Savoir si c'est un spectre continu comme le Soleil ou un spectre de raies comme un laser ou un néon, pour la sécurité et pour l'application voulue. Et les couleurs alors? Comment ça se fabrique? Il y a deux grandes méthodes. La synthèse additive, on mélange des lumières. Rouge plus vert plus bleu, RVB, ça donne du blanc. C'est ce que font nos écrans. Et l'autre? C'est la soustractive. On part du blanc et on enlève des couleurs avec des filtres ou des pigments. Cyan, magenta, jaune, CMJ. Si on mélange les trois, en théorie, ça absorbe tout et on obtient du noir. C'est le principe de l'impression ou du maquillage. Fascinant. Donc, la couleur d'un objet, elle n'est pas dans l'objet lui-même en fait. C'est plus complexe. Elle dépend de trois choses. La lumière qui éclaire l'objet, les propriétés de l'objet, ce qu'il absorbe, ce qu'il renvoie, et notre œil qui capte cette lumière renvoyée via les cônes et le bâtonnet sur la rétine. L'exemple du citron jaune éclairé en bleu qui paraît noir, c'est frappant. Exactement. Ça montre bien que la couleur perçue est une interaction. C'est pour ça qu'un colorimètre, utilisé en esthétique, mesure la couleur de la peau sous une lumière standardisée, pour être objectif. Bon, pour résumer un peu tout ça, ces ondes, qu'elles soient sonores ou lumineuses, sont vraiment partout. Utiles, mais potentiellement dangereuses si on n'y prend pas garde. C'est ça. Leur énergie est à la fois leur force et ce qui demande de la précaution. C'est un outil puissant, mais à double tranchant. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. Oui, une question pour la route en quelque sorte. Si la couleur dépend de la lumière et de l'observateur, est-ce qu'un objet a une vraie couleur, une couleur intrinsèque, quand personne ne le regarde ou quand il est dans le noir complet? Intéressant comme question. De quoi réfléchir effectivement.